Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est un format un peu inhabituel pour nous puisque d'habitude vous êtes présents avec nous. Là, eh bien, vous êtes derrière votre écran. Bienvenue donc à Paris Image Digital Summit au Centre d'Art d'Enghien. Je suis avec Benoît Revillot et nous allons parler aujourd'hui de comment il a réussi à intégrer un moteur GPU dans le studio qu'il a monté récemment. Je vais laisser Benoît se présenter et après je reviendrai pour me présenter. Bonjour Christophe, je suis Benoît Revillot, je suis superviseur d'effets spéciaux et aussi superviseur 3D et 2D, superviseur du studio en général. J'ai commencé à faire de la 3D très jeune. Je suis passionné depuis toujours, depuis la seconde à peu près. Et j'ai travaillé dans des studios prestigieux comme Ex Machina, qui m'a beaucoup appris dans ce gros studio français. Et j'ai travaillé 10 ans dans un gros studio qui s'appelle Fix, que j'ai quitté pour créer et développer un beaucoup plus petit studio qui s'appelle Faubourg, au sein d'une structure de post-production qui s'appelle Firm Studio. Ok. Quant à moi, on se connaît parce que tu m'avais embauché chez Fix pour travailler sur certains projets. Donc je suis graphiste indépendant et je travaille également pour la société Range Computing, qui est une ferme de rendu française, pour les conseiller autour des moteurs de rendu. Peut-être on peut lancer la bande démo de Faubourg. Donc ça, Benoît, c'est une année de travail chez Faubourg. C'est depuis que tu es arrivé chez Faubourg? Un an et demi. Avec beaucoup de travail et malgré les périodes de confinement qui ont été forcément difficiles. Oui, on va y revenir. Beaucoup de travail, beaucoup de passion et à peine un an et demi de travail. On est assez fiers parce que c'est des images qu'on estime de qualité. Je veux dire, je suis assez. Quand je regarde cette bande démo qui est à peine assez récente, sur une année. J'aimerais qu'on visionne maintenant la bande démo de Range Computing, donc la ferme de rendu. C'est les images, bien sûr, des clients qui nous font confiance et qui calculent les images chez nous.
Alors Benoît, tu as évoqué rapidement un peu le sujet du confinement. Comment ton studio, qui venait d'être créé ou qui avait peu d'existence, a réussi à passer ce cap des 2 confinements que nous avons connus et puis de cette difficulté à travailler durant l'année 2020? Alors on a tout de suite investi dans le matériel pour les gestes barrières, donc nettoyer les claviers, les écrans, etc. Avoir du gel hydroalcoolique, des masques à disposition des gens qui venaient en présentiel. Mais on a aussi travaillé sur comment mettre les machines en remote pour que les graphistes puissent travailler de chez eux et les superviseurs, etc. Donc on a installé un logiciel de prise en main des machines. Voilà. Ce logiciel, on a aussi voulu qu'il permette de piloter l'allumage des machines. Du coup, on a activé quelque chose d'un peu technique, mais le Wake Online, qui permet à ce qu'une machine éteinte sur le réseau puisse s'allumer. Et comme ça, on a pu gérer les ouvertures et les fermetures des machines. On s'est aussi rendu compte en faisant ça que nos machines, il fallait que les écrans soient allumés. Et du coup, on a trouvé des solutions avec des graphistes pour acheter une sorte d'émulateur, une sorte de petite pièce qui permet de simuler un 3e écran et de pas forcément... C'est prévu pour ça à la base? Ou vous avez détourné cet objet? On l'a un petit peu détourné. C'est normalement plutôt pour avoir un écran vide. Et du coup, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. On a pu prendre nos machines à distance et travailler avec. Voilà. Et comment vous avez des outils pour suivre la production, comme Shotgun, des outils, comment vous échangiez? Tout le studio, pour tout ce qui est production, en fait, on a basé le studio sur Shotgun et Shotgun Desktop. Shotgun Desktop, c'est un outil de pipeline. En fait, Shotgun, c'est l'outil de production. Et on va dire que Tank, c'est l'outil lié à Shotgun, c'est la base de données. Donc on utilise Shotgun sur tous nos projets, à la fois dans le logiciel 3D en lui-même et à la fois pour tout ce qui est suivi de production par les post-producteurs et producteurs pour faire du tracking de travail, du tracking de données, du tracking d'informations. Mais on utilise aussi Shotgun comme outil de production 3D. Et on publie, on fait des reviews pour que les superviseurs visualisent le travail des graphistes. Et on remplit tout ça pour faire des playlists et partager même aux clients. En fait, on utilise aussi un outil qui s'appelle Client Site Review, qui fait partie des outils de Shotgun et qui permet au client, avec un mot de passe sécurisé, il a une interface où il ne voit que les vidéos qu'on lui partage. Il peut les commenter? Il peut les commenter, il peut les approuver, il peut dessiner par-dessus. Et tous ces retours arrivent directement en fonction des tâches des graphistes associés. Et est-ce qu'il y avait un peu de développement spécifique aussi, fait par des personnes du studio? Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le pipeline. Du coup, pour que ces concepts fonctionnent, on a un graphiste très expérimenté qui fait aussi du développement, qui s'appelle Mathieu, et qui fait des outils de pipeline qui sont branchés directement avec Shotgun et qui parlent ensemble. Ce qui nous permet de virtualiser aussi notre espace de travail, et nos disques durs. Ce qui veut dire qu'en fait, on remplit une partie de tous nos chemins est déjà pré-remplie via la base de données et via Shotgun.
Par exemple, si vous faites du lighting, ça sera votre tâche de lighting, votre scène. Vous n'avez pas à vous soucier de la nomenclature de la scène. Elle se fait via Shotgun. Vous avez eu une tâche de travail de lighting et ça sauve et ça publie au bon endroit sur les disques. Et tout ça est transparent et facile pour l'utilisateur et ça arrange le tout. Si j'en reviens aux deux confinements, comment dans le studio les deux confinements ont été vécus? Est-ce qu'il y avait eu des différences? Il y a une grosse différence entre les deux confinements. Le premier confinement, il y a surtout une grosse différence commerciale. On a une équipe commerciale qui est formidable, qui est très active et qui trouve beaucoup de projets et qui est très dynamique au sein de Firm, qui est l'entité mère. Mais clairement, pendant le premier confinement, les clients ont été assez frileux et se sont plutôt arrêtés. Du coup, le premier confinement, il a été de finir tous les projets qui étaient en cours, mais on a eu beaucoup de projets qui nous semblaient signés ou semblaient devoir commencer, qui n'ont pas commencé. Alors que pendant le deuxième, on n'a pas du tout eu ce genre de problématique. On a pu travailler correctement. Moi, le deuxième a été beaucoup moins dur. Du coup, il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient venir au studio. Moi, j'ai préféré mettre la plupart des graphistes en télétravail. Le studio est constitué de 2 niveaux. Et en fait, j'étais à un des niveaux et j'avais une personne en plus. Chacun avait son niveau, on va dire. C'était très bizarre comme sentiment. On se sentait enfermé dedans. Je me demandais, est-ce que ça a généré des envies de télétravail de certains graphistes, de venir, maintenant que c'est un peu plus large, qu'on peut bouger, est-ce que certains quand même ont souhaité rester une journée par semaine ou 2 journées par semaine, ou est-ce que tout le monde souhaite revenir au studio parce que c'est plus facile pour travailler? Alors, dans le studio, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une vraie cohésion d'équipe. Et on essaye de travailler ensemble. Donc évidemment, et puis on se connaît souvent depuis plus de 10 ans. On s'apprécie. Et du coup, on est vraiment content de se retrouver au studio. Par contre, il est vrai que, par exemple, cet après-midi, j'ai un graphiste qui préférait, parce que ses parents sont âgés et qu'il les voit assez souvent, il préférait se mettre en remote. Je ne lui ai même pas proposé de venir en présentiel. Donc c'est vraiment libre. C'est vraiment libre, il n'y a aucune pression et aucune obligation. Après, pendant le deuxième confinement, on va dire, j'ai aussi un couple qui travaille avec nous et ils s'organisaient, c'était une fois l'un, une fois l'autre, et puis, et puis tout s'est plutôt bien passé. Moi, je suis graphiste aussi, donc je vais en profiter pour les historiens de la 3D qui déterreront cette vidéo un jour pour savoir comment les studios ont vécu le confinement. Donc de mon côté, j'étais dans un studio de plus petite taille. Et on a de suite été en télétravail, mais comme il est plus petite taille, on a moins d'outils sur mesure que dans ton studio. On a pu travailler avec simplement une connexion VPN sur le serveur de ce studio, plus des réunions hebdomadaires avec un partage d'écran pour voir ce que chacun faisait. Donc le superviseur regardait un peu ce qu'on faisait. Et puis l'utilisation de Slack entre graphistes et entre superviseurs pour se poser des questions. Alors,
Bon, comme la plupart des gens employés dans ce studio étaient des graphistes indépendants, on était tous bien équipés à la maison. On n'avait pas tellement besoin de se connecter en remote sur les machines du studio. On pouvait directement travailler sur nos machines. Et puis quand le temps de la production, de sortir les images est venu, c'est là où j'ai eu besoin de Ranch Computing et où on a loué des machines chez eux. Alors, Ranch Computing, c'est une ferme de rendu classique d'un côté avec, comme on l'imagine, des outils qui viennent se connecter à vos softs de 3D, 3ds Max, Maya, C4D, et qui viennent préparer la scène en vue d'être rendus sur les serveurs de Ranch. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir louer des machines vierges, sans applicatif Ranch dessus, et de pouvoir mettre ce qu'on souhaite dessus. Donc dans un premier temps, j'avais besoin de 10 machines, donc j'ai loué mes 10 machines, j'ai pu installer un dispatcher et je les ai attaqués donc à distance, toujours à travers un VPN. Un VPN là aussi que Ranch m'avait configuré, c'est un des avantages de cette ferme de rendu, c'est le support. À la fois le support auprès des clients qui rendent par la manière classique, donc plugin, création d'une archive, upload de l'archive vers le site de Ranch, et puis le calcul se lance. Si jamais il y a un problème dans le calcul, il y a des experts donc pour chacun des softs qui peuvent jeter un œil et voir où ça coince, rentrer en contact avec l'utilisateur et dire là il y a peut-être ça qui est passé à travers le plugin qu'il faudrait corriger. Et puis un côté IT, et moi c'était ces personnes qui m'ont aidé parce que j'avais une connexion assez faible avec mon VPN par rapport à ma bande passante classique. Et ils ont détecté donc des choses à faire sur mon VPN pour le corriger, sur mon routeur qui avait le VPN pour corriger ça. Et j'ai pu obtenir donc 10 fois plus de débit grâce à leur intervention. Et pour finir, à la fin, on avait donc une vingtaine de machines disponibles pour faire nos rendus. Donc de mon côté, le confinement s'est vécu comme ça. On va revenir à ton studio. Et l'an dernier, ici au PIDS, on avait donc d'un côté Philippe Lerena de The Yard qui nous avait présenté pourquoi lui, pour l'instant, sur ses productions, c'était plutôt le CPU, le rendu CPU qui était adapté. Il y avait Olivier Regnault qui a un profil similaire au mien, donc un graphiste avec des images fixes et des petites animations qui lui étaient passées donc sur du GPU. Et toi donc sur ce nouveau studio, tu as choisi de passer d'une technologie moteur de rendu CPU à moteur de rendu GPU. Alors je me demandais pourquoi tu avais fait ce choix, parce que de mon point de vue, je vois encore certaines limitations, surtout pour les images que tu réalises, et j'avais quelques craintes. Oui. En fait, au départ, j'avais pas vraiment... je suis plutôt un superviseur qui cherche l'image 3D de la qualité maximum. Et c'est pourquoi, historiquement aussi, j'avais eu un lien avec le moteur de rendu Maxwell, qui est plutôt un des plus... je ne vais pas dire lent parce que c'est pas sympa, parce que je l'adore. En fait, c'est un des moteurs les plus rapides, mais pour des choses, mais qui fait tout au mieux. Et entre autres, donc c'est vraiment un moteur lent, hein, on est bien d'accord, mais par rapport à tout ce qu'il fait, je le considère rapide. Et il a une approche de la lumière qui est sans concession. Donc, en fait, dans les moteurs de rendu, déjà, il a pris le choix, et c'est pour ça aussi, après, que moi, le moteur de rendu que j'ai pris, GPU, est aussi un moteur dit spectral. En fait,
Bon, tu ne voulais pas faire de concessions sur la qualité. Je ne voulais pas faire de concessions Il y avait déjà sur la qualité. Je voulais un moteur, ni sur la qualité, mais surtout aussi sur le temps de travail technique pour atteindre des images de qualité. Oui, c'est vrai que en gros, dans Maxwell, le setting est relativement rapide, on va dire. Voilà, les settings sont rapides et il y a, un graphiste peu expérimenté va pouvoir faire de très belles images parce qu'on va pouvoir capitaliser, et puis aussi le fait d'être spectral. Le fait d'être spectral nous permet d'être plus tolérant sur les color space qu'un moteur de rendu classique. C'est des moteurs qui, naturellement, vont donner de belles images. Et après, quand je donne des formations sur le photoréalisme, le beau avec ce type de moteur, c'est relativement simple à avoir. Le très beau et l'excellent, là, il faut s'y coller quand même. Oui, évidemment, il faut toujours travailler de toute façon. Mais du coup, il y a beaucoup de graphistes qui se perdent dans les color space et qui ne travaillent pas dans les bons color space, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a les ICs qui arrivent et qui vont régler une grosse partie de ces problématiques-là dans tous les moteurs de rendu. Mais pour l'instant, ce n'est pas totalement le cas. Du coup, moi, j'ai le parti pris de me dire, si je prends un moteur spectral, de toute façon, j'aurai plus vite un joli résultat, finalement. Mais là, je ne sais pas pourquoi tu as pris du GPU encore. Tu aurais pu rester sur Maxwell. Il est spectral, mais Maxwell était, comme je te l'ai dit juste avant, fondamentalement lent. Et pour pouvoir être performant comme les studios avec qui on est en concurrence, aujourd'hui, on est très petit, mais on est en concurrence quand on monte sur des productions de publicité classiques. On est rapidement en concurrence contre Mathématiques, Digital District, Micros, Buff plus aujourd'hui, The Yard jamais parce qu'ils ne font pas de pub. Mais voilà, il n'y a pas 50 000 studios et de suite arriver à une image de qualité de la même qualité que nos studios concurrents, il fallait trouver une solution matérielle et efficace. En gros, à Fix, on avait 250 machines de calcul comme Orange presque. Pas tout à fait, mais on utilisait aussi une partie du Ranch en plus, en supplément. Mais je veux dire, c'est une infrastructure imposante qui demande beaucoup d'énergie pour déployer sur le réseau, pour avoir une structure réseau très solide, parce que ça demande une alimentation, un disjoncteur, du courant, de l'EDF, une puissance EDF. De la clim. Ça demande... et tout ça, on ne l'avait pas. Mais c'est d'ailleurs, attends, je te coupe, c'est d'ailleurs pour ça que certains studios qui sont arrivés, qui sont en GPU ou en CPU, et qui sont arrivés au bout de leur capacité électrique, donc soit pour alimenter les machines, soit pour alimenter la clim, et au bout de leur espace, ou qui veulent récupérer de l'espace, viennent chez Ranch, soit avec de la fibre noire, pour attaquer directement les machines de Ranch et faire comme si elles étaient chez eux, ou alors viennent déplacer leur baie chez Ranch, parce que là, il y a de la clim et il y a de l'électricité sans souci. C'est une solution qu'on envisage aussi, parce que là, naturellement, on grossit, et malgré que le moteur va
à mon goût, une dizaine de fois plus rapide que les moteurs classiques. Le studio, il est en face du Rex à Paris. Et évidemment, les prix des locaux et les prix... avoir un nodal très gros et compliqué. Et du coup, on envisage aussi de tirer une fibre noire entre Faubourg et Ranch dans un avenir proche. Très bien. Et tu dis c'est 10 fois plus rapide. Donc, est-ce que ton travail de superviseur aussi a évolué par rapport à ça, vis-à-vis des graphistes? Parce que ça veut dire que vous avez plus de retours. Donc, ça veut dire que sur le même temps, il y a plus d'itérations. Il y a plus d'itérations. Plus d'itérations, c'est plus de qualité. Donc, il y a plus de qualité. Il y a aussi la possibilité... en fait, quand on pitch sur un projet, là, on va pouvoir naturellement proposer des images faire des propositions, même avant d'avoir gagné le projet, ce qui montre notre motivation et notre envie de bien faire. Et donc là, actuellement, c'est quoi les specs de tes machines? C'est les machines des graphistes qui servent aussi au calcul. Il n'y a pas de ferme de rendu, ou Alors, vous avez dédié des machines au rendu? Comment ça fonctionne? Alors oui, moi j'ai vu beaucoup de freelances qui postaient des images sur Instagram hyper rapidement. Et à chaque fois, on regarde, on s'intéresse, on regarde toutes les news, etc. Et on voit que c'est des moteurs GPU avec une seule personne et pas un studio qui a fait des films, des images assez rapidement, et ils arrivent à en produire beaucoup. Nous, au studio, du coup, on se dit que on teste. Et nous, au studio, on n'a que les machines des graphistes. Mais les machines des graphistes, en fait, j'ai contacté Julien de Ranch au moment où j'ai acheté mes machines, lui demandant ce qu'il en pensait, quelle était son expérience, etc. Et qu'est-ce qu'il avait comme machine. Et Julien m'a proposé, il se trouvait qu'il changeait son parc. Et du coup, j'ai pu profiter des machines de son renouvellement de son parc, qui veut garder... en fait, il y avait... nous avons des 1080 Ti aujourd'hui au studio. Il y en a 4 par machine. C'est des machines très rapides et très performantes. Mais Julien, il m'a dit, c'est pas des machines obsolètes, c'est que je veux qu'il y ait une différence et une supériorité quand on envoie en calcul dans la farm de Ranch. Oui, c'est vrai que c'est une des volontés de Julien, qui est un des cofondateurs du Ranch, et du Ranch en général, d'avoir des machines toujours très performantes. Donc ça veut dire que le parc tourne relativement souvent. Donc si comme Benoît, vous avez des besoins de machines, n'hésitez pas à nous contacter autour de ce sujet. Et puisqu'on parle de performance, donc mon travail, de mon taf au ranch, c'est un peu de faire de veille concurrentielle. Et j'ai eu l'occasion en décembre de faire des tests de fermes concurrentes sur le GPU, et j'en ai testé 7, il me semble. On est la plus rapide. Donc de celles que j'ai testées, on est la plus rapide des fermes. Mais c'est vraiment un choix de la société de pouvoir livrer, lorsque vous envoyez des images à calculer, de pouvoir livrer les images au plus vite. Parce que quand on fait appel à une ferme de rendu, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir les images pour avancer dans la post-prod. Donc il faut qu'on ait des machines au top. Quand tu m'avais parlé de passer au GPU,
je m'étais dit, mais ils font quand même des projets assez importants. À un moment, ça va coincer avec les particules, avec les textures, parce que bon, je connais un peu ceux qui travaillent avec toi, et je sais qu'ils vont très loin dans le travail des textures, qui sont parfois un peu... C'est fourni, quoi, au niveau de la taille, de la modélisation, des persos dans ZBrush, du displacement. J'ai dit, mais là, ça me paraissait un peu casse-gueule. Donc, est-ce qu'il y a des moments quand même sur certains projets où tu t'es dit, là, ça va être un peu... va falloir trouver une petite astuce, une petite ruse, parce que ça ne passera pas, quoi. Alors, une fois que, oui, j'avais vu des Instagrammeurs, enfin, des gens qui posent et qu'on est excité par tester avec quelques objets, le moteur, qu'il est hyper réactif, qu'on voit que les shaders, on les modifie en temps réel, la lumière, on devient vraiment chef-op de notre outil de 3D. On n'est plus, on n'est plus à attendre, on passe de technicien. Non, ça c'est vrai que c'est un super avantage de ces mots. À chef-op, en gros. Je vais dire que même des fois, on peut être même plus rapide que sur un tournage pour pré-lighter, pour éclairer. Parce qu'en plus, il n'y a pas besoin de déplacer les spots pour de vrai, et physiquement, donc on n'a pas besoin d'électro. Mais donc, il fallait passer dans le concret d'un vrai projet à mettre en place. Oui, on n'était pas sûr de nous sur les premiers coups, là, ça c'est sûr. Et le premier projet, ça a été une grosse pub Lego où on avait une mer à faire, un décor photoréaliste où on devait transformer une maison hantée Lego enjouée en maison hantée réelle. Donc avoir une sorte de... Et puis de faire un personnage pieuvre qui sort de l'eau, qui vient attraper un bus photoréaliste où rien n'est tourné sur le shot, avec un capitaine qui est un monstre avec plein de détails mis dans cette broche. Et une simulation de liquide de type Pirates des Caraïbes, en gros à faire en moins d'un mois, à faire un mois et demi. Donc c'est vrai que là c'était challenging. On a eu quelques petits échecs, mais en fait avec beaucoup de bon sens, on arrive à trouver soit des techniques dites à l'ancienne, soit tout simplement en faisant le moins d'erreurs possible et en optimisant quand même un petit peu. Mais finalement, les cartes graphiques qu'on a, elles font 11 gigas, je crois. 11 gigas de RAM. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un moteur GPU va les avoir de quasiment disponibles avant d'attaquer sa scène 3D. Finalement, il y a très peu d'utilisés par Windows. Alors qu'un moteur CPU, finalement, lui, il va avoir toutes les applications qui tournent sur votre ordinateur. Il va avoir la scène qu'on a ouverte sur le réseau, qui est votre scène Maya, Max ou Houdini. Il va transformer, donc reprendre de la mémoire pour transformer au format du moteur la scène du DCC vers le moteur, puis après utiliser la mémoire qui lui reste. Enfin, tu pars quand même sur des quantités de RAM qui sont plus importantes aussi. Alors je suis d'accord, ça bouffe, mais... Et tout ça, en fait, tout ce passage-là, avant d'arriver au vrai calcul, tout ce passage de mémoire, lui, va être utilisé que pour le reste qui reste de mes 10 gigs de RAM de ma carte graphique. Mais est-ce que tu as été obligé de brider certains graphistes dans
Painter ou pour leur dire là les cartes d'habitude on sort du 8K, là peut-être si tu fais du 4K ça peut passer, ou est-ce que chacun est parti à travailler comme il voulait et tu as vu où ça coinçait et après vous avez réduit, et sur quel levier il a fallu jouer? Est-ce que c'est plus dans la modélisation? Est-ce que c'est plus dans la texture? Est-ce que c'est le fait, tu dis, d'utiliser des astuces à l'ancienne pour contourner des problèmes? Ou tous ces leviers peut-être? C'est souvent des leviers de bon sens. Tu veux pas donner tes secrets? Non, c'est souvent des leviers de bon sens qu'ont des graphistes expérimentés. Mais par contre, on a eu des soucis. Par exemple, donc on utilise au studio un moteur GPU qui s'appelle Octane. On n'est pas figé sur le choix du moteur GPU dans le futur. En gros, le studio va faire de plus en plus de Houdini, et ça on va peut-être en parler. Oui. Et du coup, Houdini était censé sortir un moteur GPU, Karma, et pour l'instant, ils ont sorti qu'une version CPU de Karma avec juste le denoiser qui est en GPU. Donc pour l'instant, on ne va pas utiliser encore Karma, mais dans le futur, j'espère pouvoir utiliser peut-être le moteur directement fourni par SideFX, parce que je trouve que il sera spectral aussi. Le spectral, il a toutes tes recommandations ou... Il n'est peut-être pas spectral. Ah. Bon, mais on verra. Mais en tout cas, il a l'air d'être solide. Et puis, du coup, ce qui est intéressant en ayant un moteur du logiciel, c'est que le logiciel mère ne transfère pas les données pour les transformer au format du moteur. Et c'est là où je disais la plupart des logiciels CPU, finalement, traditionnels, vont perdre un paquet de mémoire entre l'ouverture de la scène, la conversion de la scène au format du moteur, avant même que le moteur commence à calculer. Et j'exagère un peu, parce qu'évidemment, il y a plus de mémoire dans les ordinateurs, mais finalement, si on enlève quand même tout ça, si on a une machine qui a 32 GB de RAM, je pense qu'on a plus de RAM avec un GPU à 11 GB. Une machine à 64, ça commence à se discuter. Mais si on a une machine, par exemple, avec 32 et 11, c'est possible. C'est possible que finalement, on en ait quasiment autant dans le GPU. En plus, ça va nous permettre de faire d'autres tâches en parallèle, en fait. Ça va nous permettre d'utiliser des fois le GPU, des fois le CPU. Et sur la même machine, sans perdre de... c'est des performances en plus, en fait, finalement. Parce que ça va nous permettre de, par exemple, faire une simulation en CPU pendant qu'on fait un calcul en GPU. Et du coup, de paralyser sur un ordinateur des tâches. C'était pas tout à fait la question au départ. Si, c'était à peu près ça. Ça allait. Mais ah oui, si, les limitations, qu'on a rencontrées, par exemple... Sur Lego, peut-être qu'on verra après. Sur Lego, qu'on va sûrement bientôt visionner le making-of. C'est que, par exemple, dans Octane, un des gros défauts, c'est qu'on ne peut pas avoir de motion blur plus du displace. Et évidemment, on avait fait une grosse... Donc, ils sont en train de le corriger. C'est pas encore réalisé, mais ça devrait arriver. Et ça, je pense que ça fait partie des spécificités du GPU, où à l'époque, quand ils ont codé les deux, ils ne pouvaient pas les faire marcher ensemble. Les GPU évoluent et c'est planifié pour être fonctionnel. Ça ne l'est toujours pas. Et là, sur Lego, c'était plus de découvrir que ça ne l'était pas que le problème. Parce que le problème, du coup, on l'a résolu. On a fait une version avec le displace pour la couleur. Et on a fait une version où on a smoothé notre objet pour avoir à peu près l'endroit de là où elle était, où elle a été displacée, notre objet, et on a calculé des motion vectors. Les motion vectors, du coup, c'est une image de notre displace, de notre motion blur qu'on a pu réappliquer sur notre image displacée. Et du coup, on a eu
on a eu une image DisplayC plus motion blurré, alors qu'il nous a demandé un petit peu d'effort, mais par rapport au gain de flexibilité en travaillant avec le moteur, là on met l'objet DisplayC, on n'attend pas, on tourne autour. Enfin, c'est assez incroyable la différence de vitesse pour l'utilisateur. C'est vrai. Le display, c'était vraiment incomparable de rapidité, quoi. Tu veux nous présenter la vidéo? Tu veux Oui, qu'on visionne la vidéo? on va regarder Hidden Side, qui était notre premier projet avec beaucoup de challenging sur le moteur de GPU. Et voilà. Ouais. Donc là, ce qui était difficile à faire, et c'est là où les moteurs de GPU, par exemple, s'en sortent assez bien, c'est que, par exemple, là, il y a beaucoup de polygones. Tu me posais la question sur le nombre de polygones. Là, il y a beaucoup de polygones. Alors, il y a des façons de mettre beaucoup de polygones dans des scènes. Par exemple, là, les arbres sont instanciés. Donc, l'arbre est chargé qu'une fois. Et sa géométrie est chargée qu'une fois, puis elle est instanciée sur le reste des objets. Pareil pour les cailloux au sol dans la digue. Il y a beaucoup de cailloux, normalement ça ne se voit pas, on espère, mais il y a des blocs de cailloux qui sont les mêmes. Là, le bus, en fait sur l'image finale, rien n'est shooté, hein, tout le plan est full 3D. Le bus, il a été photo-scanné, et du coup, c'est aussi des façons de générer beaucoup de polygones. Il a des maps en 8K, tous les persos ont des maps en 8K. Vraiment, on ne s'est pas senti limité pendant ce projet-là, à part ce problème de displacement. Après, on a eu des problèmes liés à Maya, finalement. On utilisait Maya comme outil pour récupérer le travail des différents départements. Et alors, c'est en partie Maya, en partie l'intégration vers le moteur, etc. Mais quand on fait des gros FX comme ce shot, en fait, on génère énormément de caches. En fait, chaque département génère des caches, que ce soit des caches d'animation pour l'anime, pour qu'elle parte au rendu et qu'au rendu, ça soit sans setup. Mais quand on fait des FX en générant ici beaucoup de géométrie cache. Donc la mer, ça c'est des choses qui sont lourdes. Les particules de la mer, ce qu'on appelle la foam, donc l'écume. Dans ton second projet aussi, je crois qu'il y avait eu, avec le VDB, des gros morceaux à gérer. Voilà, oui. Alors, dans le second gros projet... Est-ce que tu veux qu'on le visionne avant et tu nous en parles après, peut-être? Avec plaisir.
sustained heart pain and a dark fever. How did I get fooled by such a savage curse? The more I forgave you, the more it backfires. Now you're dancing through the smoke like nothing else matters. Where are you going, boy? Where did you get so lost? How could you be so blind? How could you be so blind? Oui. Oui, là, en effet, au niveau des particules, vous êtes fait Alors on a plaisir. tout mis là. Ouais. Là on a tout mis. Donc là en fait c'est un projet pour un clip pour Woodkid. On a travaillé avec Johan Lemoine qui est Woodkid mais qui est aussi un graphiste 3D. Et du coup on a travaillé en collaboration. C'était vraiment challenging parce que lui sait comment ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai que on peut pas lui vendre n'importe quoi. Et il avait une exigence très forte, et nous aussi. Et du coup, on a généré des terras et des terras de fumée et de cailloux et de VDB. Enfin, c'est le format open source pour enregistrer les fumées. Et c'est passé, il n'y a pas eu de... en fait, bizarrement, c'est pas ce qui nous a posé le plus de problèmes. D'accord. C'est à un moment, la scène des convoyeurs belts, là, des chariots à charbon, là, Oui. c'est mise à plus vouloir calculer. Et on n'a pas vraiment compris parce qu'on avait en plus essayé d'être intelligent. On n'avait pas réussi, mais, mais en fait, on avait toutes les pièces qui étaient identiques, on les avait instanciées. Instanciées, oui. Parce que les moteurs de rendu tous les moteurs de rendu préfèrent des choses instanciées quand c'est la même géométrie. Donc en fait, les lignes de convoyeur belt étaient de façon mixée aussi pour pas que ça se voit que c'est répété. Donc après, il y a plein d'astuces de texture, etc., où il y a quand même des changements. Et puis, il y a des modules. Mais tous les modules étaient instanciés. Et finalement, on régénérait notre rangée de convoyeur belt en fonction de chemin des convoyeurs belts. Donc on avait vraiment fait une sorte d'usine à fabriquer des lignes de charbon. Et donc pour nous, ça devait nous sauver de la mémoire et ça devait passer facilement dans le GPU. Et en fait, on a quand même beaucoup itéré sur les couleurs des convoyeurs belts, leur usure, etc. Et
On utilise un logiciel de texture qui s'appelle Substance, Designer et Painter, qui sont des logiciels assez classiques. Et en fait, on peut, dans les UDIM, qui est la possibilité de découper en N textes, d'appliquer d'appliquer une dizaine de textures en une seule fois avec une nomenclature. Donc nomenclature du DIM, sur des carrés d'UV différents. Et on peut, dans Substance, setuper nos UDIM et qu'ils aient des tailles de texture en fonction des objets, des tailles d'objets et de le nombre de pixels que va prendre notre objet à l'écran. Et en fait, on a fait des modifs, et il y a un moment, c'est passé d'un graphiste à l'autre, puis on a exporté les textures, et là, on ne s'est pas rendu compte qu'un autre graphiste voulant faire bien avait tout remis en 8K. Et du coup, on s'est retrouvé avec des boulons qui étaient normalement réglés pour être soit en 128 par 128, soit en 256 par 256 maximum. Ben là, ils étaient en 8000. Et du coup, c'est la première fois, c'est ce moment-là où le moteur n'a plus voulu calculer d'image. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec les moteurs, certains moteurs GPU, il y a la possibilité, quand ils n'ont plus de mémoire, de sortir la mémoire et de la mettre dans la mémoire de l'ordinateur encore disponible. Mais à partir du moment où on fait ça, ça c'est dans la doc que ça marche. Dans la réalité, le moteur il s'écroule et il sort plus d'image. Il devient nul, quoi. Et donc ça a été bizarrement, alors que ça a été un point de blocage du projet. Mais c'est quelque chose où il faut être vigilant aussi en CPU. C'est un endroit où on peut être vigilant aussi, où on l'est moins parce qu'on a beaucoup de RAM, mais il n'y a pas de raison quand c'est petit comme ça que ça soit... Oui, je pense qu'on aurait eu le même souci en vrai. Je vois le temps qui s'écoule. J'aimerais quand même qu'on voit la dernière réalisation du studio. Oui, juste avant, en fait, petit à petit aussi, on a... on a passé beaucoup de... En fait, le pipeline, on s'est rendu compte qu'on allait tout passer petit à petit sur Houdini. Et on utilise Houdini de plus en plus. Et le dernier projet est un projet où on a utilisé Houdini sur toute la phase de rendu et juste l'animation et dans Maya. D'accord. Ce qui nous semble beaucoup plus solide pour l'avenir. D'accord. On va juste visionner ce dernier projet et on se quittera. Eh bien voilà, on va se quitter sur ces images. Merci Benoît, merci à toute l'équipe technique du Paris Image Digital Summit et du Centre des Arts d'Enghien. J'espère qu'on se verra l'an prochain en vrai. Merci et à bientôt.